Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Je suis ravie évidemment de vous retrouver ce soir. Alors au programme, beaucoup de choses. D'abord, on va aller du côté du secteur de la communication et de la pub. Vous savez que c'est un secteur qui est en pleine interrogation et aussi peut-être en reconstruction puisqu'on a eu une fusion cette semaine, celle du groupe Australie avec GAD pour donner le groupe Australie-GAD. Qu'est-ce qui motive une fusion en ce moment? Eh bien, on en parlera avec les deux coprésidents du groupe, David Leclabar et Gilles Masson. Ils seront tous les deux en plateau. C'est assez exceptionnel. D'habitude, il n'y a toujours qu'un seul invité pour commencer l'émission. Mais là, évidemment, ils seront deux. Nous irons du côté du gaspillage alimentaire avec l'application Too Good To Go. C'est vrai que maintenant, tout le monde connaît cette application, en tout cas en France. Tout l'enjeu maintenant, ça va être d'aller aux États-Unis pour développer là-bas le lancement Too Good To Go qui vient de lever près de 26 millions d'euros auprès du fonds d'Alexandre Mars. La directrice générale, Sarah Chouraki, sera sur le plateau. On parlera également d'emploi avec le cofondateur d'EasyWork qui veut digitaliser le marché de l'intérim. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je lui poserai la question. Et puis une histoire incroyable, une histoire de résilience, l'incarnation même de la résilience, j'irais jusqu'à le dire, avec l'entreprise Indiscrète, qui est une entreprise de lingerie, c'est basé dans la Vienne. On sera avec l'une des cofondatrices, vous allez voir, une histoire exceptionnelle, pleine de rebondissements, un courage et une résilience de dingue. On sera en direct de la Vienne dans quelques instants. Et puis, on parlera aussi du marché des pompes cardiaques avec une nouvelle technologie qui se dit en tout cas révolutionnaire. Elle est inspirée par la nature, c'est du biomimétisme, des pompes CoreWave. On en parlera dans un instant. Allez, c'est Bismart l'émission, c'est parti. Et pour commencer cette émission, exceptionnellement, je n'ai pas un invité, mais deux invités, puisque je reçois David Leclabar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident d'Australie GAD et Gilles Masson. Bonjour. Bonjour. Également coprésident d'Australie GAD. David, vous dirigez l'agence Australie. Gilles, vous dirigez GAD, qui est donc rattaché au réseau international MSC Saatchi. Et vous avez annoncé tous les deux votre fusion cette semaine. J'ai envie de savoir, David, qu'est-ce qui a conduit à cette décision ? Qu'est-ce qui a conduit à cette décision? Antoine et Gilles sont venus nous voir au printemps, en souhaitant se déployer à nouveau, sachant que GAD a connu un très gros déploiement les 15 dernières années. Et ils nous ont demandé si on était partant pour le faire ensemble. On leur a dit, écoutez, c'est avec grand plaisir qu'on pourrait le faire ensemble. On se connaissait bien, on se appréciait. On était extrêmement complémentaires sur nos métiers. Et donc, comme l'enjeu aujourd'hui est de répondre aux différents besoins de nos clients, d'être très complémentaires, d'offrir de nouvelles expertises, c'était une bonne nouvelle pour tout le monde. Et donc, on a dit oui tout de suite. Et après, on a pris le temps de mettre en place le projet pour l'annoncer en tout début d'année. Gilles, aujourd'hui, c'est quoi l'ambition du nouveau groupe alors? Très simple. D'abord, c'est de bien servir les clients dans un contexte où c'est très compliqué. C'est de devenir très simplement le plus grand groupe de communication indépendant. Quand je dis grand, c'est pas la taille. C'est un groupe de référence. Ce qu'on veut vraiment, c'est incarner l'indépendance sur le marché. Donc une aventure entrepreneuriale avec des gens qui ont les mêmes valeurs, les mêmes envies de prouver au marché qu'on peut faire bouger les lignes dans un contexte qui est quand même très dur pour les annonceurs. Ouais. Donc simplement devenir l'agence de référence indépendante du marché face aux deux grands blocs que sont Publicis et Havas, qui sont des très grands concurrents pour nous, et aussi face à tous les réseaux anglo-saxons. Donc c'est vraiment incarner, symboliser et être l'agence indépendante de référence. Et ça, vous ne pouviez pas le faire tout seul? Non, on était bien placés parce que nous, on a monté l'agence avec Antoine il y a 15 ans. On est aujourd'hui 13e sur le marché. Australie est 15e sur le marché. Et l'association des deux nous met directement dans le top 10 et nous rendra mécaniquement leader sur ce marché. David, votre groupe Australie, c'est une histoire particulière. Vous êtes un groupe familial. Oui. C'est compliqué de prendre la décision d'aller rejoindre un autre groupe quand on est une entité familiale. Je crois que vous êtes d'ailleurs, à mon avis, les seuls sur le marché publicitaire en France, non? Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est Bolloré quelque part. Ah oui, c'est vrai aussi. Mais bon, c'est pas tout à fait pareil quand même en termes de... Non, c'était pour la boutade. Mais pour moi, je suis arrivé avec le projet de... On m'a transmis un héritage qui est top, et je suis arrivé avec le projet de, à mon tour, pouvoir transmettre quelque chose d'encore plus dans l'époque. Depuis que je suis arrivé chez Australie, la transformation est essentielle parce que l'agence doit se transformer. Les agences doivent se transformer pour mieux répondre aux besoins des annonceurs, des clients, des marques, des entreprises. Et ça ne peut pas se faire comme avant. Et donc, le fait de développer des expertises par pôle me semble extrêmement important. Et l'avantage du développement qu'on fait ensemble, c'est que nos expertises sont très complémentaires, donc on peut mieux répondre aux besoins de nos clients. Donc, comme le disait Gilles, c'est notre priorité, évidemment, dans ce projet. Et c'est surtout de proposer un modèle d'agence qui soit un peu différent, parce que les grands groupes proposent aussi beaucoup d'expertise. Après, la manière dont on va le faire, nous, c'est un tout petit peu
ailleurs. C'est-à-dire qu'on va proposer aux personnalités qui sont singulières dans notre métier de venir s'exprimer en tant qu'entrepreneurs sur chacune des expertises qu'ils aiment bien faire. Et c'est en rassemblant, en fédérant des compétences variées, en laissant les talents s'exprimer, qu'on compte y arriver. Déjà parce que les clients n'ont pas besoin de tous les mêmes besoins. Donc d'une marque à l'autre, on a besoin de choses différentes. Dans la vie d'une marque, on a besoin de besoins différents. Donc il faut pouvoir s'adapter. Et puis par ailleurs, parce qu'il y a de nouveaux besoins qui vont venir. Donc on se lance avec Gilles, avec 9 offres aujourd'hui. Mais à terme, on serait content de pouvoir les développer en fonction des besoins. Et une très forte complémentarité. Très forte. Je pense qu'on est des rares agences de cette taille-là qui avons l'avantage d'avoir aucun budget doublon. C'est-à-dire qu'on n'a pas de budget concurrent. C'est important quand on fusionne, parce que sinon, si on perd un budget, ça n'a aucun intérêt. On a des synergies dans tous les sens, au sens où David a des métiers qu'il fait mieux que moi. Très clairement, je pense Par au exemple, retail. alors Mais on va être très concret. Australie nous apporte une culture retail extrêmement forte. Ils ont géré Leclerc pendant 20 ans et c'est très concrètement la meilleure campagne distributeur qu'il y a eu pendant 20 ans. Ils gèrent aujourd'hui Lidl. Leclerc perdu, Lidl gagné immédiatement, ça veut dire quelque chose. Ils ont une culture institutionnelle très forte. Ils s'occupent des services publics et des ministères depuis très longtemps. Nous, de notre côté, on a un réseau. Parce que j'insiste sur le fait qu'on reste, c'est le meilleur des deux mondes, Australie-GAD, mais on reste, nous, avec un actionnaire de référence, qui est MNC Saatchi, qui nous apporte son réseau, que nous, on connaît historiquement. Donc nous, on leur apporte le réseau, ce qui est très important. On leur apporte aussi une grosse expertise sur le social media et l'influence. Donc quand vous regardez les métiers, quand vous regardez les spécialités, quand vous regardez les budgets, il y a des synergies partout, il n'y a pas de doublons. C'est assez rare. Donc on a mis du temps à screener tout ça, mais c'est aussi une bonne explication en termes de business model de notre fusion. Justement, on parlait du retail, David, c'est vrai que vous avez une vraie expérience chez Australie, une vraie expertise. C'est un secteur qui est ultra challengé en ce moment. Comment est-ce que vous regardez ça? Comment est-ce que vous accompagnez vos clients dans le retail? Et est-ce qu'ils ont des attentes aujourd'hui qui sont différentes de celles d'hier? Oui, les attentes ont complètement changé parce que en fait, les modes de consommation ont complètement changé. Donc ça, il faut évidemment accompagner nos concitoyens là-dedans et accompagner les entreprises avec. Et puis surtout, d'un retailer à l'autre, les cultures ne sont pas du tout les mêmes. On a travaillé pendant très longtemps pour Leclerc, qui est un mouvement qui est incroyable, avec une culture incroyable. Et puis on a découvert à Lidl il y a 1 an et demi. Et c'est encore une entreprise qui est très différente, qui est incroyable aussi, qui propose un nouveau modèle, qui est hyper intéressant. Donc d'un distributeur à l'autre, le travail n'a pas du tout être le même. Après, ce qui est certain, c'est que les modes de consommation changent et qu'il faut accompagner les différentes entreprises là-dedans. Donc ça, c'est passionnant. Justement, à propos de mode de consommation, c'est vrai qu'on a eu pas mal de critiques de la pub là, ces derniers temps, incitation à la surconsommation ou autre. Gilles, comment est-ce que vous avez l'ambition avec ce nouveau groupe de répondre à ça? Très simplement, c'est-à-dire que d'abord, il faut se remettre dans le contexte. On parle aujourd'hui de mode de consommation avec une surconsommation. On est sur un logiciel, toujours aujourd'hui dans le monde, qui est le logiciel de l'après-guerre, des 30 glorieuses, suivi de la crise, mais où il faut consommer. Aujourd'hui, c'est la consommation qu'on interroge. Donc, est-ce que la consommation, on se dit, il faut moins consommer et personne n'a la réponse? Parce que vous proposez le mot déconsommation. Je crois que c'est la panique. Décroissance, c'est la panique en France. Il faut quand même se le dire. On est sur ces débats aujourd'hui. Peut-il y avoir une croissance verte? Donc à ce moment-là, à quoi sert la pub? Est-ce qu'il faut interdire la pub en disant elle fait trop consommer? Ou est-ce qu'au contraire, on doit se dire la pub est le meilleur vecteur pour changer les comportements, pour accompagner? Moi, je crois qu'il n'y a pas une vérité. Je pense qu'il faut des lois. Il y a eu des bonnes lois qui ont régenté la publicité. Il y en aura encore d'autres. Il faut Vous pensez à quoi? Vous pensez à la loi E20? Oui, je pense que la loi E20 a fait du bien aussi parce qu'il y avait des abus. Je pense évidemment à la loi Sapin qui a régulé le marché en termes financiers. Mais je pense qu'il y a des décisions qui vont être prises. Ce n'est pas en interdisant les avions qui vont dans le ciel publicitaire ou en mettant « est-ce que vous pensez que c'est vraiment bon pour vous? Est-ce que vous en avez besoin ?» C'est ridicule. Vous avez un film publicitaire, on vous dit « est-ce que vous en avez besoin ?» On prend les gens un peu pour des imbéciles. Donc je ne crois pas du tout à ça. Je crois à l'autorégulation et à certaines lois, par exemple sur les hydrocarbures qui sont en train de passer, où on ne va pas faire de la publicité pour n'importe quel type de produit qui pollue. Voilà. Mais là où Gilles a raison, c'est que notre métier, il est là pour changer des perceptions et des comportements. Et c'est vrai qu'il a soutenu un mode de consommation qui existait. Mais pas que non plus, David. Enfin, il y a aussi plein de marques qui ont pris la parole pour prendre des prises de position sociétales. Je pense à Nike, à Dove. Mais il n'y a pas que ça. On a aussi promu, même il y a quelques années avec Australie, le fait de consommer moins les antibiotiques. Ouais. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Ça a permis à la France de prendre un petit particulier par rapport à d'autres pays qui l'ont raté. Donc on peut promouvoir des comportements plus vertueux. Et c'est ça qu'on attend tous. Donc une consommation qui soit plus vertueuse et plus épanouissante, évidemment que nos métiers sont capables de le faire. Parce que quand on investit aujourd'hui 1 euro en publicité en France, ça en rapporte généralement 8. Et on est capable de promouvoir en effet des 4x4, mais on est capable de promouvoir aussi des vélos. Donc il n'y a pas de problème nous concernant là-dessus. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'arriver à créer des imaginaires qui soient hyper inspirants. Parce que d'un point de vue rationnel, on est tous
on sait tous qu'il faut bouger. Ouais. On a tous envie de bouger. Par contre, quels sont les imaginaires qui nous donnent envie de le faire ? Parce que nous ne sommes pas que des robots, en fait. Heureusement. Heureusement, est quand même hyper émotionnel. Et nous, ce qu'on peut apporter avec notre approche qui est créative, c'est des imaginaires qui donnent envie d'un avenir commun. Et je trouve ça hyper intéressant. Et c'est là qu'on doit être au niveau. Après, il y a un point où il faut faire attention, c'est que la France n'est pas un pays de surconsommation. C'est pas vrai. On est une société de consommation. Et on a envie de plus de société et peut-être un peu moins de consommation. Ça, c'est vrai. Et on a tous cette aspiration-là pour nos enfants, pour être plus épanouis dans une consommation qui nous ressemble plus. Pour autant, la France, c'est pas un pays de surconsommation. Par rapport à d'autres économies, c'est pas complètement vrai, quoi. Donc, il faut pondérer les choses. Il faut évidemment changer. On a besoin, c'est primordial. C'est la mère de toutes les batailles, de toute façon. Et là-dedans, nous, notre rôle, c'est d'amener des imaginaires qui soient inspirants pour convaincre plus que simplement le rationnel, qui aujourd'hui ne suffit pas. On va changer les modes de consommation, puis on va changer aussi la perception de certaines sociétés. Il faut faire évoluer le business model des boîtes. Aujourd'hui, quand on travaille pour des startups vertes ou pour... Nous, on bosse énormément pour ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Elles font appel à vous, les startups, ou finalement, elles font ça dans leur coin ? Non, pas du tout, elles font appel à nous. Et on travaille par exemple beaucoup pour l'économie sociale et solidaire. Ouais. Là, on vient de faire une énorme campagne pour Simplon. Simplon, c'est Oui, l'intégration je connais très bien c'est l'intégration par Formidable. numérique. On vient de faire toute l'identité visuelle, toute la stratégie et toute la campagne de Simplon. C'est très concret. La pub, elle sert à ça. Donc, comme dit David, c'est en créant des imaginaires autour de ces nouvelles offres. En fait, la pub doit aider à changer les business models des boîtes et à promouvoir des nouvelles offres. Il ne faut pas se dire d'un seul coup, le monde était noir, il va devenir blanc. Ouais. Il faut se dire comment on accompagne ça dans le temps. Et ça c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il y a aussi, il faut être au rythme de l'offre. C'est-à-dire que la demande, elle est forte, mais l'offre, pour se transformer, parfois, c'est très compliqué. C'est des grandes entreprises qui sont compliquées à changer. On a tous une part de la réponse là-dedans. Nous, notre rôle, c'est d'accompagner et donner un pas d'avance aux entreprises, un élan pour que cette transformation, ils en aient envie et que tous les publics qui les concernent, à commencer par l'interne, le poussent. Donc ça, on est capable de le faire. Mais on est d'autant plus légitime que nous-mêmes, en tant qu'industrie, en tant qu'entreprise, on se transforme. Parce que c'est facile de recommander à nos clients de bouger, de se transformer. Oui, ça commence d'abord par balayer devant sa porte, on est bien d'accord. Et c'est ce qu'on vient de faire. Et ce qu'on essaie de faire dans notre modèle d'agence, en disant comment est-ce qu'on fait un collectif par rapport à un ensemble qui est un peu monolithique. Parce que nous, le projet de transformation, il est super, mais on a déjà transformé pas mal de boîtes. On sait que c'est douloureux, parce que le changement, on le veut tous. Mais quand ça nous touche directement, on sait à quel point c'est pas confortable, ça peut créer certaines peurs. Et l'accompagnement est essentiel. Et donc la communication est essentielle. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans ce projet, c'est que notre industrie se transforme, et là on a envie. Les états généraux de la com qu'on a monté avec la CC d'ailleurs sont une première étape qui est extrêmement encourageante. Et puis nous, en tant qu'entreprise, on pense que notre modèle aujourd'hui pour accueillir les talents doit bouger, et c'est ce qu'on fait aussi. Et on pense qu'en se transformant, on sera un peu plus légitime lorsqu'on va venir conseiller à des grandes boîtes ou à d'autres entreprises de se transformer elles-mêmes. Alors, non mais j'adore, vous vous répondez tous les deux, on a l'impression que ça fait des années que vous bossez ensemble, vous avez déjà travaillé ensemble avant. Non, mais on a un historique assez génial, en vrai. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de travailler pendant 4 ans pour Australie, quand Australie était dirigée par Vincent et par Jérôme. Vincent étant toujours plus que présent aujourd'hui, je peux vous dire, en tant que président du conseil d'administration. Et donc, j'ai gardé de cette époque beaucoup d'affection et beaucoup de relations professionnelles avec Vincent. Et David, j'ai eu la chance d'avoir une jeune recrue brillante. Je l'ai engagé. Embauché, c'est mon premier patron. Ah, c'était votre patron ? Oui, quand j'étais directeur général de BETC. 97 chez BETC. Voilà, je l'ai engagé. On avait une cellule de planning stratégique complètement dingue. Avec, il y avait Frédéric Raillard, il y avait Brice Garçon, il y avait Walter Malissen, il y avait Jérôme Guilbert. Il y avait vraiment un pôle de planning stratégique qui est moi ma fonction principale très fort, qui a fait que BETC a eu une très jolie croissance. Et en fait, on s'est connus, c'est-à-dire entre autres. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la recherche et le développement a été vraiment centrale. C'est possible. Ce qui est génial, c'est que la c'était possible. Voilà. Il a fait confiance à quelqu'un qui n'était pas compétent, qui avait de l'envie. Alors je l'ai embêté, je suis resté longtemps dans son bureau, mais tu peux pas partir maintenant. Je dis non, je veux vraiment partir. Mais j'ai eu la chance génial d'avoir eu des très belles rencontres tout au long de ma vie, de ma carrière, mais c'est vrai que celui qui m'a fait confiance dès le début, c'est Gilles. Donc c'est un plaisir de se retrouver. Donc il y a des affinités électives personnelles, mais aussi on sait comment on bosse. On connaît nos défauts, on connaît nos qualités. Ça a l'air bête, mais non, ça compte. On bosse dans une fusion, ça vaut de l'or. Il y a un truc incroyable, c'est qu'en plus, tous les deux, on appelait notre fille Bulle. Incroyable. Moi, le premier. En référence à Bulle Auger. D'accord, ok. Donc, voilà, on est certainement les papas de Bulle, j'en connais pas beaucoup. Il ne doit pas y en avoir beaucoup d'autres, effectivement. Et moi, on m'a toujours dit, en économie, une fusion entre égaux, ça n'existe pas. Donc, en plus, une fusion là entre égaux et avec 2 présidents, ça va marcher, votre truc ? Des présidents dans la pub, des coprésidents, il y en a dans tous les sens. Les duos, les quatuors, c'est des succès souvent, dans nos métiers principalement. C'est quand même des métiers d'équipe, de collectif. Ce qui est important pour nous, c'est surtout que les managers soient les actionnaires
majoritaire de l'ensemble, parce que l'indépendance nous permet de mener notre barque comme on l'entend, et c'est ça qu'on voulait collectivement avec les personnes autour de la table. Donc, et puis il y a une notion de transmission qui est très importante. Je pense que Vincent, en faisant ce qu'il fait, transmet la société à David. En faisant ce qu'on fait, on fait aussi une génération. C'est-à-dire que nous, on veut que notre boîte GAD, où il y a 120 talents, dans 4-5 ans, elle soit dans un écosystème formidable. Le meilleur moyen, c'est de transmettre, qu'on transmette tous. Nous, on transmet notre savoir à des gens, on les fait grandir. On veut qu'à son tour, tout le monde fasse grandir. Donc, on est vraiment dans cette culture-là. Moi, c'est une question que je me pose déjà. C'est-à-dire que la transmission, c'est maintenant que ça se passe, en fait. Faire venir... Vous êtes encore jeune, ça va encore un peu de Oui, d'accord, mais c'est pas le sujet. C'est-à-dire que je pense que c'est un sujet qui se prend dès le début. Faut avoir une donner la main. terme, Oui, non, mais surtout, il faut donner la main vite. C'est-à-dire que c'est des métiers où on peut venir... Il n'y a pas de barrière à l'entrée chez nous. C'est des métiers où la diversité n'est pas assez représentée, notamment parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Et c'est ça qui est un peu terrible. C'est-à-dire que si vous êtes curieux, un peu empathique, vous avez des idées, vous serez toujours les bienvenus dans les agences. Parce que c'est des métiers où on peut s'exprimer. Et c'est un métier où il y a ce que j'appelle moi de l'apprentissage inversé. Exactement. Moi, quelqu'un qui débarque à 22 ans et qui est geek, il va m'apprendre 10 fois plus de choses que ce que je vais apprendre. J'exagère un peu, mais vous voyez, on est vraiment là-dessus. Donc à partir de là, Gilles m'a fait confiance très tôt chez BETC. J'ai eu la chance de pouvoir... développer des entités très tôt, notamment chez BETC. Aujourd'hui, ce serait bien qu'on continue à avoir cette culture de mettre en selle dans nos métiers des générations qui sont plus au contact avec l'époque que certains. Donc la transmission, moi je pense que faut y penser très vite, quoi. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup David Leclabar et Gilles Masson, tous les deux co-présidents du nouveau groupe Australigad. Et je suis donc maintenant avec Louis Delhilaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de CoreWave. Vous faites des pompes cardiaques qui s'articulent autour d'une technologie basée sur une membrane ondulante. Alors, qu'est-ce que ça change d'avoir une membrane ondulante dans une pompe cardiaque ? Alors oui, tout à fait. Donc CoreWave est impliqué dans la lutte contre l'insuffisance cardiaque, qui est une terrible maladie qui est impliquée dans plus de 70 000 décès en France chaque année. Et donc nous, on développe une nouvelle pompe cardiaque révolutionnaire. Alors les pompes cardiaques, ça existe déjà, ça permet de sauver des dizaines de milliers de patients. Néanmoins, aujourd'hui, les patients sont en vie, mais ils n'ont plus de pouls. Ils ont aussi de nombreuses complications. Et c'est lié à la façon dont ces pompes cardiaques fonctionnent aujourd'hui. C'est une sorte de... Alors attendez. Comment ça, ils n'ont plus de pouls ? Alors les patients, voilà, vous allez voir un patient qui est en insuffisance cardiaque, qui a une pompe cardiaque aujourd'hui, vous essayez de lui mesurer son pouls, il n'en a pas. Il est en vie, mais il n'en a pas. C'est assez frankensteinien comme fonctionnement, mais c'est une réalité. Moi, je l'ai fait. Mais je ne savais pas du tout. Voilà, donc ça existe, effectivement, des patients qui sont en vie, mais qui n'ont plus de pouls. Et alors, ça, c'est pour l'anecdote, mais au-delà de cette anecdote, tout le système cardiovasculaire est dérégulé par le fait qu'en fait, il n'y a plus de pouls, qui envoie un tas de signaux pour le système vasculaire, pour les barorécepteurs, les capteurs de pression qu'on a dans notre corps, et aussi toutes les valves qui ne s'ouvrent plus, etc. Donc, il y a un tas de conséquences qui sont liées à cette absence de pouls, qui derrière se traduisent par un niveau de complication très élevé. Aujourd'hui, 7 patients sur 10 ont une complication grave à 1 an à cause des pompes cardiaques. Donc elles sauvent les patients, mais derrière, ils risquent d'avoir un niveau de complications, enfin des complications graves, donc des AVC, des hémorragies intestinales, des maladies de la valve acquise, tout ça à cause du fonctionnement des pompes actuelles. Alors CoreWave, qu'est-ce que c'est ? C'est le retour à la physiologie. Donc on a une pompe qui s'inspire, dont le fonctionnement s'inspire de la nage ondulatoire des animaux marins et qui nous permet d'assister... C'est du biomimétisme en fait. C'est tout à fait du biomimétisme. On s'inspire de la nage ondulatoire de l'anguille pour pousser le sang. Et il se trouve que l'anguille, enfin en tout cas son mouvement de nage ondulatoire, est parfait pour reproduire fidèlement l'action du cœur dans un volume restreint. Donc on a une toute petite pompe qui fait la même taille que les pompes actuelles. En revanche, on est capable de pomper à la façon du cœur. Ça veut dire qu'éventuellement, c'est adaptable aussi à mon activité physique ? Alors, c'est l'autre énorme avantage. Aujourd'hui, une pompe cardiaque, eh bien, vous allez chez votre cardiologue ou dans le centre de chirurgie cardiaque, on va vous fixer la vitesse. Et cette vitesse, ça va être la même que vous soyez en train de dormir, en train de monter des escaliers, ça va être la même. Avec notre pompe CoreWave, eh bien, on est capable d'adapter le débit au niveau d'activité du patient. Alors, comment est-ce qu'on fait ? En fait, la membrane, elle est non seulement elle est capable de reproduire l'action du cœur, mais elle fait office de capteur de pression. Donc, on va être capable de détecter le niveau d'activité du patient. Alors, j'imagine qu'il y a une R&D de malade derrière. Effectivement, c'est quelque chose qui est assez impressionnant au sein de CoreWave. C'est l'équipe de recherche et développement. Donc, on a plus de 50 personnes, essentiellement en R&D, 30 ingénieurs, enfin plus de 30 ingénieurs, 8 docteurs en sciences. Vous avez à la fois la fine fleur des ingénieurs français et européens qui travaillent sur cette technologie. Mais on a Vous avez 9 nationalités différentes, c'est ça ? 9 nationalités différentes, des personnes qui viennent de 4 continents. Et donc, en France, on a vraiment
on a réussi à capitaliser sur le savoir-faire en ingénierie et scientifique français, mais on a attiré notamment des États-Unis beaucoup de personnes, puisque c'est là que sont nées les pompes cardiaques. Et donc le savoir-faire est là-bas, et on a réussi donc à capitaliser sur ce savoir-faire en attirant des Américains qui sont des experts mondiaux de la pompe cardiaque, qui ont des PhD en biomécanique. Enfin, c'est vraiment... Et personne n'avait pensé avant vous à changer le fonctionnement des pompes cardiaques ? Alors, les premières pompes cardiaques étaient pulsatiles. Comme nous, en revanche, elles étaient énormes. Donc, elles avaient beaucoup de complications. Enfin, pas de complications, mais un taux de survie qui était faible, qui était lié au fonctionnement de cette pompe. Du fait de la taille et du fait de nombreux composants qui étaient nécessaires pour qu'elle fonctionne. Donc, il y avait souvent des pannes. Vous avez à peu près 50% de décès, 50% de pannes à 2 ans, ce qui n'est pas tolérable sur un dispositif qui soutient la vie. C'est pour ça qu'on est passé, c'est un peu contre-intuitif, c'est pour ça qu'on est passé vers ces pompes rotatives, parce qu'en fait, il n'y a plus de pannes et elles sont toutes petites. Donc, vous n'avez plus les saignements post-opératoires, donc qui étaient vraiment liés à la chirurgie, et vous n'avez plus les pannes. En revanche, vous avez quelque chose qui n'est pas du tout physiologique et qui conduit à ces dérèglements du corps, en fait. Vous avez levé la semaine dernière 35 millions d'euros, donc 15 millions auprès du fonds d'investissement de la Commission européenne. C'est d'ailleurs son premier investissement dans une société privée. Qu'est-ce qui les a séduits chez vous, à la Commission européenne ? Alors, la Commission européenne, donc ils ont monté un méga fonds de plus de 3 milliards d'euros, et ils l'appellent même l'usine à licorne. C'est la façon, donc c'est un des termes qu'ils utilisent. Donc leur objectif, c'est de créer des champions mondiaux. Et alors, ils vont regarder plusieurs choses. Donc ils vont regarder notamment l'impact. Donc l'impact pour la vie des patients, il est colossal, parce qu'on parle de sauver des vies, aussi d'avoir une vie la plus normale possible pour ces patients. Mais l'impact économique est aussi intéressant pour l'Union européenne, puisqu'on est sur un marché qui pèse près d'1 milliard de dollars de ventes annuelles. Et ce marché, il est attaquable pour une start-up. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que 400 centres qui implantent des pompes cardiaques dans le monde. Donc même si vous êtes une start-up, avec quelques vendeurs, vous allez pouvoir adresser ce marché. Et donc, je me méfie toujours du mot licorne, parce qu'effectivement... On parle de licorne, on parle de valorisation, mais souvent derrière, pour l'instant, ce sont des entreprises qui ne sont pas nécessairement rentables. Alors nous, je veux dire, c'est un potentiel d'avoir une société qui ait ces perspectives-là, et c'est ce que recherche l'Europe. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que sur ce marché, il y a des sociétés qui se sont développées, qui ont été valorisées plus d'1 milliard et qui sont passées du stade de start-up à une société qui générait plusieurs centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires en quelques années. Et il se trouve que le numéro 2 de cette société est au conseil d'administration de CoreWave, et il pense qu'on est capable de reproduire ce développement. Donc nous, notre priorité, c'est d'avoir une pompe qui fonctionne pour les patients, qui soit vraiment capable d'améliorer considérablement le résultat clinique. Et derrière, effectivement, il y a un potentiel économique qui est intéressant. Après, ce n'est pas un objectif en soi, aujourd'hui, pour CoreWave de devenir une licorne. C'est simplement une perspective qui montre le potentiel économique. Et à telle enseigne qu'aujourd'hui, dont je parlais tout à l'heure de 400 centres, en Europe, il y a déjà 25%, des centres qui représentent 25% du marché qui sont derrière CoreWave, qui attendent avec impatience. Donc on parle des centres en Allemagne, en France, en Autriche, au Royaume-Uni, qui sont impatients de tester la pompe, et ils pensent vraiment que ça va faire une énorme différence pour leurs patients. Oui, alors justement, c'est là le point. Là, vous avez été créé en 2012, donc ça fait 8 ans, essentiellement de la R&D. On sait que ce sont des process qui sont très très longs. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de votre développement ? Quand est-ce que vous pensez faire les premiers essais cliniques ? Alors, effectivement, en moyenne dans l'industrie, c'est 10 ans de R&D, parfois c'est plus long, pour arriver en clinique. Dans cette industrie des pompes cardiaques, qui est très particulière. Donc nous, on sera à peu près dans cet ordre de grandeur-là. Et on a passé les 2 jalons les plus compliqués, les 2 jalons techniques les plus compliqués avant de rentrer en phase clinique. Le premier, c'est ce qu'on appelle des études chroniques in vivo à 60 jours. Donc ça, c'est un peu compliqué. Donc on est vraiment on montre la sécurité du système. Et un autre élément de sécurité, c'est qu'on a des données à 6 mois en temps réel de la pompe, des tests d'endurance. Donc on a vraiment très très largement dérisqué la technologie. Et puis par ailleurs, on a sur des simulateurs cardiovasculaires, on montre qu'on est capable de vraiment préserver la physiologie des patients. Et ça, c'est complètement unique. Les pompes cardiaques actuelles ne sont pas capables de le faire. D'accord, donc next step, c'est l'implantation test clinique humaine. Alors oui, les fonds vont nous permettre de faire plusieurs choses. La première, c'est donc finaliser notre produit. Ensuite, recruter l'équipe et construire l'infrastructure qui sera nécessaire pour fabriquer en France. C'est ça, c'est que derrière, il y a un défi industriel qui vous attend. C'est la deuxième phase. Alors, on est déjà dedans quelque part, parce que
fabriquer des pompes comme ça, on le fait aujourd'hui en interne. Donc oui, mais c'est pas pareil d'en produire une ou deux ou 10, je sais pas. On en fabrique quand même une cinquantaine sur un marché où en fait ça se compte en dizaines de milliers. Donc on est déjà on a déjà un niveau d'échelle qui est intéressant. Ouais. Le gros enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de faire des pompes qui soient implantables, c'est-à-dire dans un univers de salle blanche. Et on a eu la chance d'avoir le soutien de la région Île-de-France pour pouvoir avoir notre propre salle blanche. Où parce que vous êtes basé à Clichy. On est basé à Clichy, exactement. Où on va pouvoir produire des pompes qui seront implantables chez l'homme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des pompes qu'on produit qui ne sont pas implantables chez l'homme. Donc ça va être le gros saut qui est nécessaire de faire, parce que là on parle vraiment, on n'a pas le droit à l'erreur, on parle de la vie des patients, donc il y a un enjeu qui pour nous est colossal, et c'est pour ça qu'on veut le faire au plus près de notre siège à Clichy. Alors effectivement, sur cette levée de fonds, elle va servir à autre chose, c'est recruter l'équipe et financer le démarrage de l'essai clinique, qui est pour nous un gros enjeu. À horizon donc. Je serais ravi de revenir vous en parler quand ce sera le moment d'une actualité immédiate. Merci beaucoup Louis Delisle. Je rappelle que vous êtes le directeur général de CoreWave. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et je suis maintenant avec Sarah Chouraki. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Too Good To Go. Alors, vous venez de lever 26 millions d'euros, notamment pour vous développer aux États-Unis. On va y revenir. Mais d'abord, moi, je voudrais que vous me racontiez comment, moins de 5 ans, vous vous êtes imposé en France et même en Europe comme l'appli anti-gaspillage alimentaire. Tout à fait. Du coup, Too Good To Go, ça a été créé il y a 4 ans sur un constat hyper simple qui était que le gaspillage alimentaire est une aberration à la fois économique, écologique et sociale. Et on a voulu apporter une solution très simple à tout le monde pour pouvoir agir contre le gaspillage alimentaire. Ouais. Du coup, la première solution, c'est vraiment une application très simple qui permet de connecter au bon endroit et au bon moment des commerçants qui ont des invendus avec des utilisateurs qui vont pouvoir aller sauver ces invendus à un prix réduit. Et en fait, pourquoi ça a bien marché ? C'est qu'en fait, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc le commerçant, à la fois, va créer de la valeur sur quelque chose qu'il n'en avait pas. Oui, parce qu'il vend un truc qu'il ne pourrait plus vendre. Exactement, qui finirait à la poubelle. Et à la fois, en fait, il y a des utilisateurs qui vont aussi acheter à un prix réduit. Et aujourd'hui, avec toutes les crises économiques qu'on voit, et même globalement, on fait attention à la valeur de la nourriture, les utilisateurs aussi ont un vrai avantage. Et au global, en fait, c'est la planète qui est gagnante. Et vous prenez une commission sur ces paniers-là, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, du coup, on prélève une commission, notamment parce qu'en fait, on veut aller au-delà de l'application et être un mouvement de lutte contre les gaspillages alimentaires. Donc, au-delà de l'application, on veut vraiment avoir des initiatives concrètes qui changent le monde. Donc, par exemple, on a développé en fait un pacte sur les dates de consommation. J'ai vu ça. C'était au mois d'octobre dernier, je crois. Oui, exactement. On l'a lancé en 2019. On a signé avec 50 signataires en janvier 2020. Et on a eu une application concrète en octobre avec des engagements très concrets. Donc, il y avait entre autres, par exemple, une campagne nationale pour vraiment que tous les Français prennent conscience de la différence entre une date limite de consommation et une date à durabilité minimale. Ou, par exemple, de changer sur le packaging pour que ce soit beaucoup plus clair et qu'en fait, parfois, on ne comprend rien aux dates. Ouais. Et là, c'était vraiment d'utiliser ses sens en disant avec des petits pictogrammes, regardez, sentez, goûtez. Donc, quand vous allez chez le boucher et qu'il n'y a pas de packaging, vous n'avez pas de date et vous utilisez vos sens. Donc, c'est un peu donner en fait, des tips à chacun au-delà de l'application pour dire l'application, c'est in fine une fois que le gaspillage a eu lieu. Mais en amont, on veut aider le plus grand nombre en fait, à ne pas gaspiller. Et aujourd'hui, il y a combien de personnes qui utilisent votre appli en France, en Europe ? Donc, en France, on a 8 millions d'utilisateurs. Donc, on vient de dépasser un peu ce ouais, quand même. C'est énorme. On travaille avec 15 000 commerçants, donc ça couvre vraiment toute la France. Et donc, on est présent dans 14 pays en Europe. Donc, ça fait qu'au total, on a 30 millions d'utilisateurs qui nous ont rejoints sur la lutte contre le gaspillage. Vous dites que ça couvre vraiment toute la France. Moi, j'avais l'impression que ça restait un truc quand même un peu de centre-ville. C'est toujours le cas ou c'est une idée reçue ? En fait, non, pour le coup, ça a vraiment commencé au départ, en effet, sur le centre-ville, notamment à Paris et à Lille. Ouais. Mais en fait, très vite, on a aussi signé des accords nationaux, notamment avec la grande distribution, ce qui nous permet en fait d'avoir une offre vraiment partout, parce qu'on a des gros supermarchés qui ne sont absolument pas au centre-ville, mais aussi des industriels. Donc ça, c'est pareil, ils ne vont pas être au centre-ville. Et après, on a vraiment les commerces de bouche de quartier, en effet, de proximité. Et quand vous dites les industriels, ça veut dire quoi concrètement ? C'est qu'en fait, on essaie vraiment d'aller plus loin dans notre lutte contre le gaspillage alimentaire. Et par exemple, au moment des fêtes, on va avoir beaucoup de chocolats qui vont être gaspillés et qui n'auront même pas atteint, par exemple, le supermarché, qui seront restés en fait au niveau de l'industriel. Parce qu'il y a eu un petit défaut de packaging, parce qu'il y a eu trop de production par rapport à ce qui a été commandé par la grande distribution. Et donc, on va aussi en fait aider ces industriels-là à du coup sauver les invendus.
Alors je disais, vous vous attaquez maintenant aux États-Unis. Les États-Unis, alors j'ai lu que c'était les champions du monde, bon, ça m'a pas tellement étonné, mais du gaspillage alimentaire. 100 kilos jetés par an contre 29 kilos en France. Comment est-ce que vous allez, entre guillemets, les évangéliser à tout ça? Parce que là, il faut changer le mindset, quoi. Bon, on va faire un peu le même modèle que ce qu'on a fait en France. Du coup, on a lancé aux États-Unis en septembre et l'objectif, c'était vraiment de vérifier sur quelques mois si ce qui avait marché en France allait marcher aux États-Unis. Ouais. Donc, notamment d'approcher les commerçants et de voir est-ce qu'ils étaient à l'écoute en fait d'une nouvelle solution. Et oui, ils le sont parce qu'ils n'ont rien d'autre aujourd'hui. Donc, du coup, c'est vraiment pour eux quelque chose qu'ils voient comme un truc positif. Surtout que et les commerçants ont des difficultés financières en ce moment et voient n'importe quelle source de revenus. Et en plus, en ce moment, il y a beaucoup d'à-coups de consommation qui fait qu'on ne sait jamais en fait si on va avoir beaucoup de monde, pas beaucoup de monde dans notre supermarché ou magasin. Donc ça les aide beaucoup. Et après, il y a vraiment toute la dimension de produire du contenu pour intéresser les gens. Donc du coup, c'est vraiment, ça va partir des fruits et légumes de saison ou que faire avec des fans de carottes. Enfin, c'est vraiment des choses très concrètes. Mais en fait, ça connecte vraiment les consommateurs. Il y a des communautés qui se créent. En fait, une des raisons pour lesquelles ça a marché en France, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup de bouche à oreille. À la fois des commerçants et à la fois des utilisateurs. Il y a des communautés sur Facebook qui existent, qui sont too good to go, mais qui ne sont absolument pas créées par nous. Où les gens en fait se partagent des bonnes pratiques en disant est-ce que vous connaissez tel magasin, est-ce que vous avez été content de l'expérience ou j'ai pas été content de tel truc, etc. D'accord. Et en fait ils se partagent des bonnes pratiques et ça c'est quelque chose qui a beaucoup fonctionné parce que nous on n'est absolument pas dedans et en fait Too Good To Go devient presque un label en disant en fait tous ensemble, on lutte contre le gaspillage alimentaire et ils sont fiers en fait de partager aussi ce qu'ils font au quotidien. Et aux États-Unis, ça peut marcher de se baser uniquement sur le bouche à oreille, où il va falloir aller chercher une stratégie avec, je sais pas, des influenceurs, des représentants plus emblématiques, quoi. Ouais. En fait, ça va faire partie, je pense, de la stratégie. Donc pour l'instant, on a une approche qui est ville. Donc on a lancé New York et Boston. Ouais. Et là, on va aller plus vers Washington, vers Chicago, enfin un peu voilà. Et après, on espère vers la côte est. Mailler le territoire. Exactement. Pour avoir aussi une approche locale. Donc c'est quelque chose qu'on va avoir aussi, et notamment d'avoir des influenceurs peut-être extrêmement précis, en fait, en tout cas local, pour aussi en fait partager et faire adhérer. Et après, on a une politique aussi d'acquisition qui est vraiment aussi du classique paid sur Instagram, n'importe quoi pour faire connaître. Donc en tout cas, on va se donner les moyens, et c'est aussi pour ça qu'on faisait la levée de fonds, pour se donner les moyens d'aller vite. Parce que les États-Unis, c'est énorme comparé à la France, même si en France aussi... C'est 300 millions de consommateurs. Hein. C'est énorme. Donc du coup, c'est vrai qu'il y aura cette double approche vraiment ville. Et à la fois, on verra si ça prend, ça fera un peu comme en France où on a eu une approche nationale. On a déjà eu une retombée presse au niveau national aux États-Unis, qu'on était déjà fiers. Donc voilà, c'est comment on continue là-dessus. Alors justement, vous êtes accompagné par Alexandre Mars, auprès de qui vous avez levé une partie des fonds que vous venez de lever. Comment est-ce que lui vous accompagne dans cette démarche-là de conquête des États-Unis? Parce que c'est un marché qu'il connaît bien, je pense. Oui, exactement. Du coup, il a cette double pont entre l'Europe et les États-Unis. Et aussi, en fait, le fonds Bliss, c'est le premier fonds européen à être Bicorp. Parce que nous aussi, on est. Et du coup, on a tous en fait cette volonté d'avoir un impact vraiment, certes économique, mais surtout aussi environnemental, social et de gouvernance. Et là-dessus, en fait, ça fait partie des critères que Bliss demande en fait aux investissements dans lesquels il rentre. Bliss qui est le fonds d'Alexandre Mars, on va recontextualiser. Le fonds d'Alexandre Mars pour vraiment dire on veut bien en fait vous aider mais à certaines conditions et notamment on va vraiment travailler justement sur cette amélioration Bicorp, sur comment être plus dans la diversité, etc. Et c'est vrai que comme il est très présent aux États-Unis, il va forcément nous aider aussi à mieux comprendre ce marché, à connecter aux bonnes personnes. Donc on a vraiment hâte. C'est vrai qu'en France, on voit un mouvement qui est déjà engagé depuis plusieurs années avec plus de bio, plus de local, moins de gaspillage, effectivement. Est-ce qu'aux États-Unis, alors vu de la France, on a l'impression que tout le monde fait pareil, mais est-ce qu'aux États-Unis, ils sont dans la même démarche, dans le même mouvement ? Donc la particularité de la France, et une des raisons pour lesquelles ça a beaucoup marché, c'est déjà que les Français adorent la nourriture. C'est ça. Mine de rien, en fait, il y a cette culture. Le midi, on pense à ce qu'on mange le soir, etc. C'est vraiment une culture en fait, d'un moment de partage. Et du coup, on a vraiment cette valeur de la nourriture qui est très forte, qui au-delà du sens économique, c'est quelque chose qui est culturel, c'est quelque chose qu'on aime. Donc il y a ce côté-là. Et il y a aussi que la France a été le premier pays à légiférer contre les gaspillages alimentaires. Absolument. Donc en 2016, en imposant aux grandes surfaces, notamment de trouver des solutions au gaspillage alimentaire. Donc ça a aidé en fait à remettre ce sujet du gaspillage alimentaire sur la table. Aux États-Unis, on n'y est pas encore là-dessus, mais on va avoir cette même volonté d'essayer de changer aussi au niveau des lois, au niveau des gouvernements, de ce qui est possible de faire. On sait que c'est plus compliqué, mais en fait, on croit vraiment à la coalition d'acteurs. Donc si on n'arrive pas à aller directement au niveau des lois, en fait, on va essayer surtout de rassembler
des industriels, de la grande distribution, ou même des associations de commerçants ou des associations de consommateurs. Enfin, c'est vraiment comment on engage plus de gens pour en fait que la voix elle soit plus forte. Ouais, effectivement, c'est un gros défi parce que le fonctionnement est complètement différent. Je pense que le rapport à la nourriture, effectivement, vous avez raison de le mentionner, est différent. Et en même temps, je me dis, c'est un énorme marché. Vous, en France, ça a hyper bien fonctionné. En Europe, ça décolle pas mal aussi. Vous n'avez pas de concurrents aux États-Unis. Personne s'est dit, tiens, regardez ce que font les petits Frenchies, on va faire la même chose chez nous. En fait, il y en a qui ont essayé. Hein. On va pas dire qu'il y en a pas qui ont essayé. Mais c'est vrai qu'après, on a, nous, la chance d'avoir du coup cette technologie qui marche, qui est vraiment pertinente et qui a été testée dans tous les pays. Et on a aussi, du coup, ce poids financier pour ne pas être qu'une application. Et en fait, si des commerçants aujourd'hui nous rejoignent, c'est aussi parce qu'on a un mouvement, parce qu'en fait, on est un partenariat. On va créer du contenu, on va les aider en magasin, on va former leurs employés. Comment ça, vous les aidez en magasin ? On va par exemple proposer de la visibilité en magasin pour expliquer le gaspillage alimentaire, pour alerter du coup le consommateur qui est face au rayon yaourt, de lui dire si tu vas manger tes yaourts dans les 3 jours, ne va pas chercher celui de derrière où la date de consommation elle est dans 10 jours, alors que là il y en a une devant, si toi tu la prends pas, en fait personne ne la prendra, ça finira à la poubelle. Pareil pour les fruits et légumes, si c'est pour faire une soupe, choisis pas des beaux fruits, on s'en fiche, ils sont bons même s'ils sont moches. Enfin, c'est vraiment les aider comme ça avec des choses que nous on a testées pour vraiment sensibiliser en amont le consommateur. Et du coup, c'est vrai qu'on veut vraiment être vu comme un partenaire pour tous les commerçants, donc notamment à travers cette création de contenu. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, le contenu, maintenant, toutes les marques, elles sont obligées de le faire, en fait. Je pense à vous, mais il y en a plein d'autres peu importe le secteur, quasiment, elles sont toutes en train de produire des contenus. C'est quoi ? C'est que le consommateur, aujourd'hui, il a besoin d'être davantage accompagné qu'avant ou... Je pense il a besoin que ce soit plus ludique ou je sais pas ? Ouais, il y a un peu tout. Je pense qu'il a besoin d'être informé. Donc il y a un souci de transparence qui est quand même assez fort, et notamment sur la nourriture. On a envie d'où ça vient, qu'est-ce qu'on va en faire, pourquoi on fait ça, etc. Donc on pense vraiment que... Et puis surtout, en fait, la nourriture, ça nous touche au quotidien. Et le confinement, par exemple, on a fait des études, et les Français ont vraiment reconnecté avec la valeur de la nourriture. Ils se sont remis à cuisiner, remis à faire des listes de courses, remis à stocker. Et en fait, du coup, face à ça, on recherche un peu sur Internet, c'est quoi les bonnes pratiques ? Et on a envie, en fait, de retrouver justement des bonnes pratiques dans des marques dans lesquelles on a confiance. Et en fait, Too Good To Go, c'est un peu ce label. C'est-à-dire que si des industriels le font sans nous, ils vont se dire, ils essaient de nous vendre quelque chose, là, c'est bizarre. Alors que nous, en tant qu'un peu de label, en fait, on va plus croire, entre guillemets, à ce qu'on dit, que c'est dans le sens où on veut aider la planète, on veut faire les choses bien. Donc c'est vrai que pour ça, nous, en fait, on a vraiment cette obligation de tout le temps proposer du contenu de qualité pour qu'en fait, chacun puisse agir vraiment avec des choses très pragmatiques, très simples et en fait, aimer en tout cas cuisiner et préparer cette nourriture qui finira à la poubelle. Merci beaucoup Sarah Chouraki. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Too Good To Go. Et nous sommes maintenant en liaison avec Béatrice Mongella, cofondatrice et co-dirigeante d'Indiscrète. C'est une marque créée en 2010 par des ex-cadres d'Aubade. Bonjour Béatrice, moi je voudrais que vous nous rappeliez, parce que je trouve quand même que vous avez une histoire formidable et que vous êtes pour moi l'incarnation de la résilience. Dans quel contexte est née votre marque en 2010 ? Bonjour, alors en effet, Indiscrète est née en novembre 2010, suite à notre licenciement de la lingerie Aubade sur le site de Sassavin. Nous étions 3 anciens cadres de cette société, Didier, Christelle et moi-même, et nous avons décidé de nous battre pour garder notre savoir-faire français. Et Indiscrète est née suite à ce licenciement. Et alors là, à ce moment-là, vous reprenez la boîte, vous décidez de quoi ? De faire une nouvelle marque ? Oui, Indiscrète est une nouvelle marque, donc une création. Nous fabriquons et nous distribuons cette nouvelle marque depuis 2010. Et puis alors, en 2018, vous avez le faux bon d'un client. Et du coup, vous êtes placé en redressement judiciaire à ce moment-là. Vous dites, c'est pas possible, on repart à la case départ ? Oui, alors en effet, en 2016, nous avions commencé à ouvrir le travail à façon pour faire face à des baisses d'activité de la vente à domicile. Et malheureusement, un de nos donneurs d'ordre nous a laissé une ardoise de plus de 100 000 euros, ce qui a mis en péril la société, et ça a été le début d'une descente aux enfers.
Oui, parce que dans les mêmes moments, un des cofondateurs avec qui vous travaillez se suicide malheureusement. Et du coup, il y a quand même à ce moment-là un élan de solidarité qui vient de toute la France pour vous aider à remettre la boîte à flot. Comment est-ce que ça s'est passé? Alors en effet, suite à notre mise en redressement en juillet 2018, malheureusement Didier, donc mon associé, a mis malheureusement fin à ses jours. Et là, donc en septembre 2018, avec Christelle, mon autre associé, nous avons mené un combat pour sauver cette entreprise, sauver tous ces emplois qui avaient été créés depuis 2010. Et toute la France était très solidaire, autant du côté médiatique, entreprise. Un groupe a été créé, Mobilisons-nous pour sauver Indiscrète. Beaucoup d'associations de la Vienne, mais aussi de la France entière ont été derrière nous. Et beaucoup de clientes, beaucoup de tests. Et c'est tout ce qui nous a donné notre force en septembre 2018 pour nous battre et faire face aussi au tribunal de commerce. Et puis un repreneur est arrivé, Michel Gouzon, qui injecte 500 000 euros. À ce moment-là, vous dites, ça y est, on est sauvé, c'est bon, on repart sur de bonnes bases? Alors oui, c'est vrai que donc le mandataire du tribunal de commerce en fait avait fait un appel pour une cession de l'entreprise et avec Christelle, notre souhait c'était vraiment de continuer à nous battre dans cette société et de rester actionnaire. Et nous avons trouvé Michel Gouzon est venu vers le tribunal de commerce pour nous rejoindre et devenir actionnaire principal et président de la SAS. Alors, beaucoup effectivement, de rebondissements. Et puis, alors là, effectivement, vous rentrez dans quelque chose où tout semble aller mieux. Et encore un coup dur, puisque en février dernier, vous êtes victime d'un cambriolage avec 200 000 euros de pertes. Il faut tout recréer à ce moment-là, je crois, dans l'urgence, toute votre collection. Comment vous êtes organisé à ce moment-là? Alors là, oui, de nouveau un coup dur pour toute l'équipe Indiscrète, hein, à la fois les salariés et à la fois nous, les co-dirigeantes, et Michel Couzon qui est avec nous. Coup dur, mauvaise surprise. Donc en effet, tout l'historique des collections Indiscrètes a été malheureusement dérobé. Plus de 3000 pièces ont été dérobées au sein de la manufacture. Donc encore une fois, on s'est relevé et encore une fois, avec tout le soutien qu'on a pu recevoir, les commandes des clientes et le soutien des demoiselles indiscrètes, des salariés de la manufacture, eh bien, nous avons encore une fois fait face et nous avons remonté encore une fois cette épreuve. Alors, je disais tout à l'heure, pour moi, vous êtes l'incarnation de la résilience malgré la crise. Vous n'avez pas mis votre personnel au chômage partiel. Vous n'avez pas fait d'appel à des aides publiques. Vous vous êtes agrandi même. Vous n'êtes pas touché par la crise alors chez Indiscrète? Alors, pour une fois, Indiscrète a eu un peu de chance, c'est-à-dire qu'à partir du 17 mars, nous avons fabriqué avec Estelle des prototypes de masques, hein, parce qu'on a senti le vent venir et on a senti qu'il y aurait forcément un besoin dans les semaines qui avaient suivi le premier confinement. Donc, nous avons fabriqué pendant 3 masques, pardon, 3 mois, mars, avril, mai, 100% de masques qui ont permis à la société de ne pas faire appel à du chômage partiel ou des aides, diverses aides. Et c'est la fabrication de ces masques qui ont permis de faire face à cette situation et qui reste malgré tout compliquée aujourd'hui et une épée de Damoclès au-dessus de la tête en continu. Alors, votre positionnement, c'est plutôt le haut de gamme et le Made in France. Le Made in France, on voit bien que effectivement, c'est un argument de vente aujourd'hui qui semble d'un coup, qu'on semble redécouvrir. Mais vous, en fait, ça fait 10 ans que vous faites ça. Et même encore bien plus, sans doute. Alors c'est vrai que c'est un combat qu'on mène depuis 10 ans, hein, pour sauver ce savoir-faire et garder toute cette technologie en France et aussi continuer à travailler avec des personnes passionnées par ce produit et par rapport à ce savoir-faire. C'est important pour nous. Après, aujourd'hui, il nous reste encore de grandes marches à gravir. Les personnes évoluent, on sent une sensibilisation par rapport à ce Made in France et il y a encore beaucoup de marches à gravir. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous démarque de vos concurrents et par exemple de votre ex-maison mère au BAD? Alors notre force aujourd'hui chez Indiscrète, c'est la réactivité, c'est aussi cette personnalisation qui est possible à la commande. Comment c'est possible? Tout simplement, nos 3 modes de distribution sont la vente à domicile, la boutique en ligne sur notre
site internet et la boutique de la manufacture. Nos demoiselles indiscrètes, donc ce sont nos conseillères de vente qui se déplacent à domicile, soit en rendez-vous individuel ou soit entre amis, apportent tout un conseil auprès de la personne sur leur taille, sur la forme la mieux adaptée à leur morphologie. Et quelqu'un qui a subi un cancer du sein, et bien qui a eu une ablation, c'est des choses pour lesquelles nous pouvons apporter à ces femmes du plaisir en ajoutant une poche pour insérer des prothèses mammaires ou faire une diminution d'un bonnet par rapport à une profondeur qui est moins importante. Voilà, il y a toute une liste d'adaptations possibles et c'est aussi donner du plaisir à ces femmes qui ont été meurtries et se retrouver belles après la maladie. Et alors, le marché masculin, vous y êtes allé aussi ou pas? Alors, nous avons créé la ligne Indiscret chez Indiscrète depuis juin 2019. Donc, nous proposons plusieurs formes, dans plusieurs matières, dans plusieurs coloris. Et j'amène vraiment tout le monde à venir découvrir les collections Indiscrètes, femmes et hommes, et les maillots de bain également qui ont été développés en début d'année 2020. Alors, vous êtes basé dans la Vienne, hein, on l'a dit. Combien d'emplois aujourd'hui chez Indiscrète? Aujourd'hui, dans la manufacture, nous sommes 39 personnes. En septembre 2018, je rappelle que nous étions seulement 18, hein, donc une belle progression chez Indiscrète sur ces 2 dernières années. Après, nous avons aussi un réseau de conseillères de vente à domicile qui représente une cinquantaine de personnes. Merci beaucoup Béatrice Mongela. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice et la co-dirigeante d'Indiscrète. Merci de nous avoir raconté ce parcours, le parcours de votre entreprise. Merci. Et maintenant, on parle intérim en compagnie de Mehdi Tari. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'EasyWork et vous venez de lever 35 millions d'euros pour digitaliser l'intérim. Ça veut dire quoi, digitaliser l'intérim? EasyWork, c'est une plateforme d'emploi qui, finalement, est au cœur de la révolution numérique du secteur de l'intérim. Ouais. C'est-à-dire que concrètement, on offre aux entreprises une alternative plus fiable et plus efficace, mais aussi plus économique aux agences d'intérim traditionnelles pour recruter du personnel. D'accord. Mais alors l'autre côté de la plateforme, c'est évidemment les candidats. Et pour les candidats intérimaires, ce qu'on offre, c'est la façon la plus aujourd'hui simple et rapide pour trouver un emploi. D'accord. Que je comprenne bien, vous êtes en rapport avec des grosses plateformes d'intérim ou est-ce que vous êtes directement avec les pourvoyeurs d'emploi? Directement avec les pourvoyeurs d'emploi. EasyWork est un employeur. Et pour vous donner un exemple, en 2020, nous avons employé 25 000 personnes en mission chez nos clients. Mais alors, ça veut dire que le virage du numérique, les grosses plateformes type Manpower ou Adecco, eux, ils ne l'ont pas pris, ou en tout cas, pas de cette façon-là. Alors, je ne vais pas m'exprimer pour nos grands concurrents, mais ce qui est certain, c'est que nous nous efforçons d'apporter des solutions grâce à l'innovation technologique, toujours plus efficaces et plus simples d'utilisation, pour permettre finalement un marché de l'emploi plus fluide, c'est-à-dire moins d'offres d'emploi non pourvues pour les entreprises et ça, plus de travail pour les c'est un tel intérimaires. sujet. Les emplois non pourvus. Mais alors, moi, j'ai un peu réfléchi à ce que vous faites. Et c'est vrai que le confinement, les limitations de déplacement, tout ça, quelque part, ça vous aide. Parce que si on ne peut pas aller à son agence d'intérim physiquement, on a tout intérêt à passer par votre plateforme. Ça devient presque incontournable pour un intérimaire. C'est certain qu'on a constaté une accélération très forte de l'intérêt des intérimaires et des entreprises pour EasyWork en 2020, dans ce nouveau contexte. Ouais. Pour vous donner un chiffre, le nombre de personnes employées chez nos clients a été multiplié par 4 entre le mois d'avril et le mois de décembre. Par 4 ? Par 4. Et la raison est effectivement assez simple à comprendre. C'est que pour les entreprises, ça a été l'opportunité d'opérer un virage vers la digitalisation. Et ça ne touche pas que le recrutement, mais ça touche aussi le recrutement, parce qu'on s'est tous aperçus que finalement, travailler de chez soi, c'était possible, recruter à distance, c'était possible et ça marchait. Et dès lors que EasyWork propose une solution qui a des avantages parce qu'elle est efficace et qui est aussi moins coûteuse, beaucoup d'entreprises font davantage appel à nous. Et côté candidat, ça va de soi que pouvoir, en quelques secondes sur son smartphone, depuis son salon, trouver un emploi plutôt que d'avoir à se déplacer, c'est un avantage important. Et comment ça fonctionne concrètement ? C'est un algorithme qui va aller détecter l'offre d'emploi qui est la plus adaptée à mon profil ? EasyWork s'appuie sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous avons 60 ingénieurs. D'ailleurs, nous cherchons à doubler la taille de cette équipe. Oui, j'allais y venir. Possible. Mais donc 60 développeurs qui ont développé une intelligence artificielle qui permet de mettre en adéquation de façon toujours plus efficace, finalement, l'offre et la demande de travail. Ça veut dire que si vous êtes un candidat inscrit sur la plateforme EasyWork, la plateforme va vous proposer des offres qui sont adaptées à ce que vous cherchez et à votre parcours. Et pas seulement à votre expérience, localisation, diplôme, mais aussi à vos compétences
et vous permettre donc de trouver un emploi peut-être dans un domaine auquel vous n'aviez pas pensé, mais également de progresser professionnellement à travers un accompagnement, pour vous donner un exemple, emploi-formation, pour vous faire progresser dans votre carrière. Mais alors Mehdi, vous aviez mentionné la R&D. Vous dites 60 personnes, vous voulez les doubler. Qu'est-ce qui nécessite autant de R&D ? C'est très compliqué de faire matcher ces offres et ces demandes ? Alors, plusieurs choses. EasyWork s'appuie sur 3 éléments, on va dire, très différenciants grâce à la technologie. Le premier, c'est transformer l'expérience des intérimaires à travers une application extrêmement simple d'utilisation. Alors, si vous téléchargez l'application, vous verrez, ça a l'air extrêmement simple. Mais en fait, ce qui est important, c'est ce qui se cache. Ce qui est derrière, bien sûr. Et c'est ce qui vous permet, en fait, quand vous êtes intérimaire, d'abord de trouver un emploi très vite, parce que c'est la première chose que vous cherchez. Ensuite, de gérer vos missions sans aucun effort. Ça veut dire vos formations avant d'entrer en mission, toutes les informations nécessaires pour bien réussir votre onboarding dans le poste, mais aussi toute la gestion des contrats, des relevés d'heures, de la paye, avoir de la transparence sur votre paye, c'est un élément important. Et enfin, trouver sur votre application des services un peu innovants, comme des acomptes instantanés sur simple clic, comme des formations professionnelles qui sont personnalisées et qui vous permettent d'accéder à des emplois mieux payés. Ensuite, le deuxième point important, c'est l'intelligence artificielle dont je vous parlais. Et en effet, c'est un investissement important. D'ailleurs, EasyWork aujourd'hui bénéficie du crédit impôt recherche, c'est-à-dire qu'elle est reconnue également par l'État comme entreprise qui dépasse l'état de l'art en matière d'application de l'intelligence artificielle au recrutement. Et puis, le troisième point, c'est l'automatisation. Parce que la force d'EasyWork, c'est aussi d'automatiser toutes les tâches répétitives qui vont des contrats jusqu'au relevé d'heures ou à la paye, de façon à, d'un côté, faire moins d'erreurs. Et ça, les entreprises et les candidats apprécient. C'est jamais agréable d'avoir une erreur sur votre paye. Mais aussi, de l'autre côté, faire des économies que nous redistribuons à travers plus de services pour les intérimaires et des prix compétitifs pour les clients. Alors, vous avez parlé de plein de services, notamment, moi j'ai retenu les acomptes instantanés. Comment vous financez ça ? Parce qu'il faut pouvoir les verser aux salariés. Donc, vous allez prélever auprès de l'entreprise commanditaire ? Comment ça... Non, c'est EasyWork qui finance les acomptes. Après, les acomptes correspondent à un travail qui est réalisé. Oui, bien sûr, j'entends bien, mais c'est quand même une avance de trésorerie qui, à un moment, peut poser problème quand on est une start-up et qu'on a besoin de cash. Enfin... Oui, EasyWork finance les acomptes, oui. Et la formation, ça se passe comment ? Vous avez vos propres offres de formation ou... Oui, alors, c'est un sujet que je trouve passionnant. Oui, moi aussi, sinon je ne vous aurais pas invité. EasyWork, en fait, on part, si vous voulez, d'une page blanche. Et c'est vrai qu'on s'est dit, aujourd'hui, quand on regarde les barrières à l'emploi, on s'aperçoit que très souvent, il y a des problématiques de pénurie, faute de compétences localement. Et c'est le grand paradoxe dont on se parlait. Pour les résoudre, on s'appuie sur les données qu'on collecte quotidiennement sur la plateforme parce qu'on est dans une position extraordinaire pour savoir précisément sur chaque bassin d'emploi quels sont les jobs qu'on n'arrive pas à pourvoir et donc quelles sont les formations qu'on peut pousser qui vont aboutir directement sur du travail et un emploi mieux payé pour les candidats de la plateforme. Et donc on s'appuie sur ces données pour pousser les bonnes formations aux bons candidats et les financer. Pour vous donner un exemple, dans 2020, donc deuxième année d'existence d'EasyWork, on a financé 1 200 000 € de formation pour faire monter en compétences nos candidats intérimaires. Quoi ? 1 200 000 € de formation ? C'était le budget formation d'EasyWork, oui, tout à fait. Et vous avez formé combien de personnes avec ça ? C'est plusieurs milliers de personnes qui sont formées, mais qui, évidemment, du coup, permettent à EasyWork, de l'autre côté, de pourvoir des offres d'emploi que nos entreprises clientes n'arrivaient pas à pourvoir. Et donc, il y a également un sens économique à tout ça. Mais vous faites mieux que vous faites mieux que les pouvoirs publics, en fait, en vrai. Alors, comme souvent les entreprises privées, vous allez me dire, ok, d'accord, mais bon. Non, mais ce sont nos partenaires, donc on ne va pas taper dessus. Aujourd'hui, Pôle emploi est l'un des tout premiers partenaires d'EasyWork, dans le sens où il nous aide à sourcer des candidats. Oui, mais ils ne peuvent pas, effectivement, étant ce qu'ils sont, ils ne peuvent pas avoir votre agilité et toute la techno que vous développez, vous. Ça, c'est bien d'accord. Ok, c'est moi qui le dis. Comment est-ce que, là, vous avez fait tout ça en même pas 2 ans, comment est-ce que vous voyez la suite, là, parce que vous allez très très vite? On a une ambition assez forte, hein. C'est-à-dire que je suis absolument convaincu, ainsi que toutes les équipes d'EasyWork, que nous sommes aujourd'hui face à une opportunité majeure de transformer en profondeur le marché de l'emploi, et en particulier le marché de l'emploi temporaire, positivement. C'est-à-dire permettre plus de fluidité, donc c'est plus d'emploi, finalement plus de travail, et, pardon pour le mot, mais mieux de travail, c'est-à-dire travailler mieux, de meilleures conditions pour les collaborateurs intérimaires. Et ce, grâce à l'innovation technologique. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui explique aussi à la fois notre trajectoire très rapide et le fait qu'on veuille continuer de développer nos solutions rapidement. Donc aujourd'hui, nous levons 35 millions d'euros pour faire 3 choses. La première, c'est
doubler notre équipe technologique pour continuer d'innover, parce que c'est par l'innovation qu'on transforme le marché. La seconde, c'est continuer notre accélération internationale. Aujourd'hui, EasyWork est leader en France et en Italie, mais nous souhaitons continuer d'ouvrir plusieurs pays dès 2021, que nous annoncerons en temps utile. Et le troisième, vous m'ôtez la question tout de suite, comme ça c'est réglé. Et le troisième point qui pour nous est bien sûr important, c'est de continuer l'accélération du déploiement de notre réseau commercial sur tout le territoire français. Parce qu'EasyWork, c'est innovation technologique, mais c'est aussi un service humain de proximité pour les entreprises. À travers un réseau que nous avons appelé le réseau partenaire, nous avons des professionnels expérimentés de l'intérim partout en France. Aujourd'hui, ils sont 120, et dès que possible, plus de 300, c'est notre ambition, pour couvrir l'intégralité du territoire et être capable de fournir le conseil qui est nécessaire à nos entreprises clientes au quotidien et délivrer donc le service EasyWork à travers sa plateforme pour le recrutement et la gestion du personnel. Une question de contexte. Vous levez 35 millions dans un contexte d'emploi dont on dit qu'il va se dégrader fortement dans les prochains mois. Comment est-ce que vous, de votre point de vue, avec les datas que vous avez, vous voyez le marché du travail dans les prochains mois ? Alors, j'ai pas une boule de cristal et je pense que beaucoup font de très bonnes analyses sur le marché du travail. Ce que je constate par contre simplement, c'est que dans un contexte déjà de crise depuis le mois d'avril qui était compliqué, parce que les chiffres de l'emploi n'étaient quand même pas excellents quand on les regarde d'année en année, c'était clairement en baisse. EasyWork, la solution que nous proposons pour fluidifier la rencontre entre l'offre et la demande, a eu un excellent accueil. Je vous disais qu'on avait quadruplé le nombre de personnes en mission. Et je crois que parmi d'autres solutions évidemment, mais aujourd'hui nous nous relevons les manches pour aider à notre échelle à fluidifier le marché du travail et donc à permettre dans un contexte de crise aux entreprises de maintenir l'emploi et aux candidats de trouver des offres qui leur correspondent plus rapidement. Merci beaucoup Mehdi Tari, cofondateur d'EasyWork. C'est la fin de Bismart, l'émission. On se retrouve bien sûr vendredi prochain et dès lundi à cette même place, vous retrouvez Stéphane Soumier. Je vous souhaite un très bon week-end sur Bismart.